Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de la grande émission. Pour commencer cette semaine, je suis ravie de vous retrouver. De nouveaux écosystèmes professionnels fleurissent un peu partout en France et ce depuis 2008. On les appelle les cantines numériques mais aussi les locaux numériques. Et il en existe une justement à La Roche-sur-Yon. Elle existe depuis un petit peu plus d'1 an maintenant et elle se situe boulevard Louis Blanc si j'ai bien noté l'adresse. Qu'est-ce qu'on y fait? À quoi ça sert? Eh bien nous allons essayer de répondre à toutes ces questions avec nos invités sur le plateau. Mais avant de les accueillir, j'accueille les filles du mardi. J'appelle ça les filles du mardi maintenant. Laure et Leslie, bonjour les filles, vous allez bien? Bonjour Adèle. Très bien. Leslie, Oui. 2 cas. Voilà, enfin 2 explications. Et à USC que choisir. Voilà, l'opposition sur sur un chèque, parce qu'on en a régulièrement, Ah donc oui. expliquer un petit peu les règles. Quand on peut faire opposition et quand on ne peut pas faire opposition au chèque, c'est D'accord. surtout sur ça que je veux insister. D'accord. Et un autre point sur le Je régime le vois sur juridique la feuille. applicable aux cabanes dans les arbres. Bien Voilà, j'ai sûr. trouvé ça très drôle quand Vous je avez l'ai encore, lu. vous avez bu un C'est truc. des infos juridiques un petit peu. Ok. Et j'ai vu le titre, ça m'a fait penser à vous. À nous. C'est sympa. Merci Leslie. Alors, Laure, c'est très mystérieux. Nous, on parle de la LBD. Vous êtes sûre que c'est la LBD ou la LBD? LBD. À l'anglaise. Révolutionnaire, c'est marqué sur la petite C'est feuille. la LBD révolutionnaire. On va ça tout ça. Alors c'est très mystérieux, mais vous allez voir tout le monde. Enfin, normalement, tout le monde devrait en avoir une dans son. Enfin, les filles. Pas tout le monde, les femmes, oui. Les filles. Noël. Bonjour Noël, ça va bien? Très bien. Chef à domicile avec sa toque noire. C'est la particularité de Noël. On va faire quoi aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je vous ai préparé un œuf parfait. Un œuf parfait. Un Alors œuf ça parfait. m'intrigue beaucoup. On va faire de la chimie, Voilà. je crois, aujourd'hui. Enfin, la cuisine, c'est de On la va chimie. expliquer un peu la relation entre la chimie, la molécule dans la cuisine. Donc je vous expliquerai ça tout à l'heure au moment de découvrir l'œuf. Ouais. Donc je vous prépare cet œuf parfait avec une petite poêlée de légumes à la coriandre et sauce soja. D'accord. Et une émulsion de céleri, noix de coco. D'accord. Pas mal. Voilà. D'accord, je vous laisse bosser. On attaque. On attaque et on fera un petit point tout à l'heure, évidemment, Noël qui est à la Flossolière et qui était chef à domicile, je viens de le dire. Alors, nous recevons sur le plateau de la grande émission la loco numérique, en tout cas 3 de ses représentants, en la personne de Nathalie Gosselin. Bonjour Nathalie. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de la grande émission. Vous êtes adjointe au numérique à La Roche-sur-Yon, à Glo. Vous êtes aussi vice-présidente de la commission économie, c'est ça? Économie, innovation aussi, c'est ça? Oui, Oui, au niveau aussi. de l'agglomération. Au niveau de l'agglo, hein, bien sûr. À côté de vous, vous avez Vincent Nicolas. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de la loco numérique. C'est Et ça. vous avez juste à côté de vous aussi, Nathalie, de l'autre côté, Guillaume Chérami. Vous êtes créateur et fondateur et gérant de Easil. Et vous êtes coworker, on va en parler tout à l'heure, à la loco numérique. Alors, Nathalie, la première question, elle est très simple. C'est quoi une loco numérique? Alors, la loco numérique, c'est parti d'un constat. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a plus de 600 entreprises du numérique sur la Vendée. D'accord. Le numérique, aujourd'hui, c'est un secret pour personne, c'est un vrai levier économique. Ouais. Donc la Vendée n'y échappe pas. Je vois pourquoi on ferait moins bien que les autres. Donc voilà. Ouais. Le but un peu, c'était la stratégie numérique Ouais. au niveau de la Roche-sur-Yon agglomération, c'était consolider cette filière, mais aussi contribuer à son rayonnement au niveau de la Vendée et pas que centré sur la Roche-sur-Yon, parce qu'à la loco, Vincent va nous en parler, il y a des gens qui viennent maintenant un peu partout sur le territoire. C'était une de mes questions de savoir si c'était juste sur le territoire Non, du surtout pays lyonnais, entre guillemets, ou est-ce que ça va s'étend sur le reste du département? Ça rayonne, hein. Vincent. Il y a des gens qui viennent des Sables-d'Olonne. Guillaume, tu pourras dire d'où tu viens. Ouais, vous êtes où, Guillaume de Roche-sur-Vière. donc. Ah oui, donc vous n'êtes pas du tout de la Roche-sur-Yon. Bah non. D'accord. Les gens se déplacent, hein, du coup, il n'y a pas vraiment de limite, je dirais, au déplacement. Et on a des gens qui viennent d'un peu partout, tout simplement, D'accord. pour coworker, pour travailler On ensemble. a même des Nantais et des Parisiens. Alors qu'à Nantes, il existe la cantine, qui est sur le même principe d'ailleurs, mais il y a des Nantais qui viennent quand même à la Roche-sur-Yon. Ouais, tout à fait, ils sont curieux. Alors j'ai juste une question très très bête. Pourquoi on appelle ça la loco? Il y a une notion de locomotive? Alors, Qui veut répondre? non. Non, mais moi j'ai sur tout le de suite moment. pensé à ça. Mais oui, mais il y a aussi, donc, loco, c'est l'anagramme de cool. Loco, ça veut dire fou en d'accord. espagnol. Enfin, on peut en trouver plein. Donc après, s'il y a des gens qui voient la loco, locomotive, en plus on est à côté de la gare. Oui, c'est ça. Voilà. On est vous êtes boulevard Louis Blanc, hein, je ne me suis pas trompée. Hein. Pourquoi pas? Après, on peut y Ah, voir limite un de la petit gare, peu. ouais. Mais pourquoi pas, ouais. Ah oui, donc c'est l'anagramme de couple. Aussi. J'avais pas Aussi. pensé à ça. Et D'accord. puis c'est aussi lieu ouvert au coworking. Alors on va en parler avec Guillaume justement parce qu'il est, Locaux. il est
D'accord. Tout est réfléchi. Ça, c'est de la communication. Hein, Locomotive pas mal, hein. aussi. Mais tout le monde voit La locomotive. locomotive. Ouais, moi, c'est vrai qu'on a vraiment l'idée de la locomotive, du fait qu'on est au début de quelque chose, quoi, à l'avant de quelque chose. Concrètement, c'est quoi la locomotive, la loconomie, j'allais dire la locomotive, La numérique, Vincent. loco, c'est un espace donc, de coworking de 160 mètres carrés pour le premier plateau, un plateau sur le rez-de-chaussée quand vous arrivez tout simplement, avec différents espaces, différents sous-espaces. Un espace d'accueil où les gens peuvent travailler et également se reposer, puisque c'est bien sympa de travailler, mais aussi on a besoin des fois de faire des pauses. Un espace de coworking d'environ une trentaine de mètres carrés avec 10 postes de travail. Explique ce que c'est le coworking. Parce que Pardon. Le coworking, alors work, c'est un nom anglais, on est d'accord à la base. Travailler ensemble, travailler collectivement. C'est une notion qui est apparue environ dans les années 2005 sur San Francisco. Ouais. Oui, c'est très 2007 américain à la base, on est d'accord. Oui, mais très américain, mais finalement, il y a plus d'espaces de coworking maintenant sur l'Europe que sur les États-Unis. D'accord. Environ 1600 sur l'Europe, environ 800 sur les États-Unis. Donc du coup, l'Europe est assez bien placée là-dessus. On a environ 220 espaces de coworking sur la France, 100 000 coworkers. Ça se développe énormément, 225% d'augmentation entre 2011 et 2013. Donc vraiment, il y a une vraie volonté de développer ce genre d'espace. Sur le territoire vendéen, il y a des projets qui phosphorent, également sur les départements proches de la Vendée. Donc on est vraiment dans une dynamique qui est un peu sociétale, je dirais. Ça veut dire que c'est le fait de travailler ensemble, dans le même endroit. Est-ce qu'il y a une notion d'endroit, mais pas forcément dans les mêmes secteurs d'activité? C'est ça? Exactement. Alors, la loco numérique, c'est vrai qu'il y a le mot, on est vraiment dans le numérique globalement. Hein. Donc, les gens sont développeurs web, travaillent dans logiciel. le web marketing. J'ai vu qu'il y avait pas mal d'agences. Il y a des agences de com aussi. Il y a des. Alors, ça, c'est sur la ceux qui sont sur sur le la tas d'entreprise, pépinière. sur le premier étage. Là, plutôt pour les coworkers, en effet, on peut avoir des commerciaux, des gens qui travaillent dans les ressources humaines, par exemple, et qui ont besoin d'avoir un temps pour se poser entre deux rendez-vous. Parfois, des coworkers me disent qu'ils travaillent dans des restaurants, dans les bars, dans des médiathèques, dans des McDo. Guillaume, je vous coupe, Vincent. Guillaume, c'était ça? Moi, c'est plutôt le contraire. Vous êtes coworker, donc vous utilisez la loco pour ça. Oui, voilà, je suis coworker. Quand j'ai créé mon entreprise, je peux travailler de chez moi. Je travaille par Internet, la plupart de mes clients sont sur Internet, un petit peu partout en France. Et l'idée, c'était de pouvoir sortir de la maison, de rencontrer du monde, et puis de travailler avec d'autres personnes. On crée des émulations, parce qu'on est beaucoup de petits indépendants. Et c'est important de pouvoir travailler à plusieurs sur des projets, parce que tout seul, on n'arrive pas toujours à répondre à tous les besoins de nos clients. D'accord. Donc c'était surtout ça l'idée. C'était ça l'idée. On va revenir justement sur le coworking et également la pépinière, parce qu'il y a des entreprises qui sont à la loco numérique d'ici quelques instants. Mais d'abord, on va parler de la LBD avec Laure. LBD. Voilà, la LBD, comme dit Leslie. Qu'est-ce donc la LBD? Oui, Leslie, on a l'impression que c'est un slogan. C'est un slogan. T'avais trouvé, toi? Non, c'est toi, la belle donzelle. La belle donzelle. Alors. En tout cas, c'est pas la belle donzelle. C'est pas non plus une branche du Front de gauche. Si je vous dis que Vogue, en 1926, il voit l'uniforme de la femme moderne. Vogue. Le magazine Vogue. Si je vous dis que la LBD a été surnommée la Ford de la mode féminine. Ouais, mais moi, j'ai votre chronique sous les yeux, je peux pas dire. Vous savez. Je peux pas dire. Et si je vous dis que Karl Lagerfeld dit que c'est la base de la garde-robe féminine. De la base de la base. D'accord, genre le trench, enfin les trucs, les Alors la incontournables. LBD, c'est pas le trench. C'est pas le trench, mais c'est... C'est à voir quand même dans la son... Little Exactement. Black Dress. C'est la petite robe noire. La petite robe noire. Évidemment. Vous avez tout ça dans la garde-robe. On est d'accord. On est d'accord. Je voulais la mettre, mais je me suis dit, non, c'est pas... Non, mais écoute, Il y a voilà. beaucoup de vent, Donc cette petite robe noire qui est devenue quand même un basique de la garde-robe féminine, ou qui doit l'être en tout cas, si vous n'en avez pas, C'est un incontournable. est aussi emblématique d'un tournant radical dans la mode féminine. Jusqu'en 1926, date de la première apparition de la petite robe noire, le noir, c'est la couleur qui est portée par les femmes quand elles sont en deuil, ou bien par les bonnes. Sinon, personne Ou ne les s'habille Corses. en noir. Ou les Corses. C'est vrai, non, mais Qui sont peut-être en deuil. Ils sont souvent en noir. Ils sont souvent en noir. Or, après la Première Guerre mondiale, toutes les femmes sont en deuil. Soit elles ont perdu Bien sûr. leur mari, soit elles Ouais. ont perdu leur frère, soit elles ont perdu leur fils, mais de toute façon, elles sont en noir. Et puis, par ailleurs, à la même époque et pour les mêmes raisons, toutes les femmes se sont mises au travail. Parce qu'elles ont perdu leur mari, leur fils, leur frère, elles sont bien obligées de travailler à leur place. Et donc, elles ont besoin d'avoir D'accord. des vêtements qui les laissent libres de leur mouvement, qui soient confortables.
Donc adieu les fanfreluches, les ombrelles et les froufrous. On a besoin de vêtements pratiques. À cette époque-là, Gabrielle Chanel, qui est un génie de la couture, mais qui est aussi un génie du marketing et qui est très 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 opportuniste, mais c'est un coup de génie qu'elle a eu parmi tant d'autres, elle sent la société évoluer et elle s'approprie cette tenue noire et elle en fait la petite robe noire. Pourquoi petite ? Parce qu'elle est courte et qu'à l'époque, c'est révolutionnaire de mettre une robe courte, ça a même fait un scandale. Et quand on dit courte, c'est quoi ? Au-dessus du genou. Au-dessus du genou ? Au niveau du genou, disons. D'accord. Ah oui, d'accord. Donc vraiment courte par rapport à la ce qu'on mode. avait avant. Ouais. Donc elle est courte, elle arrive au genou. En revanche, elle a quand même les manches longues et elle est ras du cou. Ça reste correct. Elle est simple, elle est pratique, elle est adaptable de jour comme de nuit. C'est vraiment révolutionnaire par rapport à la mode de l'époque. Donc vraiment, la petite robe noire, elle participe à l'évolution de la femme dans la société et elle en est son émancipation aussi. Elle participe à son émancipation. Et à son émancipation, exactement. D'accord. Autre coup de génie de Chanel, c'est qu'elle a réussi à faire évoluer la représentation du noir, du deuil à l'élégance. Maintenant, quand on vous dit la couleur noire, on pense plutôt à l'élégance, on pense moins au deuil, même si c'est encore une couleur peut-être un peu triste, mais on pense vraiment à l'élégance. Donc cette petite robe noire, et par extension le noir dans la mode et dans la déco, c'est devenu le symbole absolu de l'élégance. Maintenant, on décore, on voit des salles de bain noires, on fait des murs noirs, c'est étonnant cette évolution en même pas 100 ans. Et donc c'est pour ça que c'est un basique que vous devez avoir dans votre garde-robe. D'accord. Mais quelle robe ? Comment la choisir ? On verra ça tout à l'heure. Voilà, je pense que Guillaume et Vincent vont être extrêmement intéressés. Et Noël aussi. D'ailleurs, Noël je passe à Noël, mais Noël a la toque noire. Voilà. L'élégance. Et le tablier aussi. Je sais pas si... Elle lui dit. Noël, c'est à vous. On va faire un petit point sur votre recette. Alors, qu'est-ce que vous avez mis dans votre casserole ? Donc là, dans ma casserole, j'ai mis un œuf. Jusqu'ici, tout va bien. Je rappelle que c'est un œuf parfait. Voilà, donc celui-là, je vais vous le cuire dur. Comme ça, je vais vous faire voir la différence entre l'œuf parfait et un œuf cuit dur. D'accord. Donc l'œuf parfait, comme ça intrigue un peu tout le monde, qu'est-ce que c'est ? C'est quoi exactement ? Alors un œuf parfait, c'est un œuf qu'on va cuire minimum 45 minutes à 65 degrés. 65 degrés. Voilà. Donc après, pour rentrer dans la composition, on va dire un peu plus chimique et moléculaire, donc l'œuf est composé d'un blanc et d'un jaune. Oui. Donc le blanc a la propriété, il va cuire à partir de 62 degrés, exactement. Il va commencer à cuire. Il va cuire à 62 degrés. Ça, c'est le blanc. Ça, c'est le blanc. Et le jaune, lui, va cuire à 68 degrés. Donc le blanc va cuire plus rapidement. Le blanc sera cuit, le jaune sera... moelleux. Sera moelleux. Donc le fait de le cuire à 65 degrés, on va avoir une modification moléculaire de l'œuf. Et au niveau... Voilà, donc le blanc sera cuit, mais avec une texture qui n'est pas élastique comme on peut connaître au blanc d'œuf cuit ordinairement. Ouais. Et le jaune sera modifié, il sera crémeux, mais il sera coulant. Et ça, c'est un œuf parfait. Et ça, c'est un œuf parfait. D'accord, ok. Non, ça, je ne savais pas qu'on allait faire des maths aujourd'hui. Hein. Mais c'est quoi la différence avec un œuf mollet ? Alors l'œuf mollet, on le cuit dans une eau qui va être à 100 degrés. D'accord. Donc on va avoir la cuisson du blanc qui va être rapide et on garde le jaune cru. Donc il n'y a pas cette modification. Là, il n'est pas cru. Voilà. Là, il n'est pas cru dans l'œuf parfait. Il ne va pas avoir cette modification au niveau du jaune. D'accord. D'accord. Et là, vous êtes en train de tailler les carottes. Donc là, je fais une petite julienne de carottes et de poireaux pour faire l'accompagnement au niveau de la garniture. D'accord. Et vous aviez déjà préparé votre petite purée de céleri, c'est ça ? Donc une petite céleri qu'on va agrémenter avec du lait de coco pour faire l'émulsion. D'accord. Et les œufs, c'est pareil, je les ai faits au préalable. Ah, au préalable. On est d'accord que c'est quoi ? C'est une entrée à la base ? C'est une entrée. On est plus sur une entrée. C'est une entrée. D'accord. Bon, je vous laisse travailler, Noël. C'est la fin de cette première partie. On se retrouve juste après une courte pause pour parler de la loco numérique. Dans la deuxième partie de cette grande émission consacrée à la loco numérique où nous sommes en compagnie de Nathalie Gosselin, de Vincent Nicolas et de Guillaume Chérami pour justement parler de la loco. On parlait des coworkers avec Guillaume et son entreprise. On va en reparler tout à l'heure concrètement, voir comment ça se passe. J'avais une question pour vous, Vincent Nicolas. Il y a deux choses en fait, si j'ai bien compris, à la loco. Il y a les coworkers, donc ceux qui utilisent les locaux occasionnellement. On rentrera dans le détail tout à l'heure, comme Guillaume. Mais il y a aussi
des entreprises qui sont installées. Qui sont installés, ouais, complètement. Une pépinière, au premier étage, plénière, on a 12 entreprises, 12 bureaux, 12 beaux bureaux, hein, c'est tout neuf. Donc ils ont On leur sent encore le bureau plâtre. sur place. Des bureaux de 12 mètres carrés à 35 mètres carrés, des petits bureaux, hein, ces petites entreprises, ils sont 2, 3, 4 personnes D'accord. et qui travaillent. Et qui. Nathalie, elle va venir à ma place. Elle veille sur les micros. Allez-y, Vincent, pardon. Et qui travaillent dans différents domaines d'activité. On va de la cartographie web jusqu'à la création de sites web, de l'art des agences numérique. de com, je crois. Agents de communication, Ouais. le cloud avec Ozerim. Il y a une compagnie de danse. Une compagnie de danse avec Breakdown. Il y a une danseuse voilà, Ouais. qui veut faire le lien entre l'art corporel et l'art numérique. Qui était on venue va nous dire. voir sur la grande émission d'ailleurs. Ouais. Voilà, ouais, complètement. Communication, du dropshipping, édition de logiciels, La prestation de service. prestation de services informatiques, Ouais, en effet. d'accord. Combien tu me donnes, qui est une sorte de bon coin sécurisé pour la Oui, vente qu'on de avait produits. reçu aussi, on avait reçu les deux responsables. Mais la pépinière, ces entreprises-là ne sont pas forcément des entreprises liées au numérique. Elles sont en lien avec le numérique. Et c'est ça l'importance, en tout cas, ce qui est Elles ont une plus-value, forcément je un dirais, de lien. la loco, c'est que finalement, tout le monde a intérêt à se parler. Finalement, on sait très bien que le numérique, c'est quelque chose de très large et très vague aussi. Finalement, le numérique, on peut Très dire, abstrait. quand on se sert de Word, on fait du numérique. Ouais. Et finalement, le fait d'avoir ces entreprises qui sont dans différents secteurs d'activité, elles se croisent, elles se parlent justement dans l'espace de coworking, puisque c'est un lieu de vie, hein, c'est un lieu cool, justement, comme on l'a dit tout à l'heure. C'est un lieu où il y a où ça phosphore, en fait, où l'on peut créer aussi des nouvelles initiatives et des nouveaux projets. Donc, ces différents domaines d'activité, il y a tout intérêt pour qu'ils se croisent, en fait. Et c'est pour ça qu'on a choisi, que vous avez choisi aussi de choisir des entreprises qui ne sont pas exclusivement du même domaine. Entre de la création vidéo et la cartographie web, il y a certainement des liens qui peuvent se faire, puisque on a besoin d'avoir des vidéos sur un site, on a besoin d'avoir des cartes aussi, et ces cartes après peuvent être en fait mise en forme grâce à une agence web qui pourrait essayer qui est là et qui d'assembler peut tout ça. faire, Voilà. d'accord. Guillaume, vous êtes à Coworker à la loco depuis combien de temps? Depuis février-mars l'année dernière. J'ai créé mon entreprise au mois de mars 2015. 2015. Alors, on rappelle, c'est une entreprise qui s'appelle Easil. Et vous faites quoi exactement? Alors, je fais de l'installation de serveurs. Donc, je m'occupe d'installer les systèmes d'exploitation sur les serveurs, d'installer les services. Pour faire fonctionner Internet, derrière, on a besoin d'un certain nombre de services. Pour faire fonctionner une messagerie électronique, une application web, on a besoin d'un certain nombre de serveurs et de services. Donc, je m'occupe de toute cette partie qu'on ne voit pas directement, mais qui est essentielle pour faire fonctionner un site Internet, une application, la messagerie Internet, du dépôt de fichiers, etc. Alors, je rebondis sur ce que disait Vincent il y a 5 minutes. Pourquoi ne pas avoir... Alors, vous disiez que vous ne vouliez pas travailler à la maison. Je travaille à la maison. Non, en fait, Mais pourquoi ne pas avoir eu des locaux, prendre carrément des locaux vous-même, je dirais que sans intégrer la loco? Voilà. Pour les premières années de mon entreprise, je ne voyais pas l'intérêt d'avoir des locaux. Je travaille très bien de chez moi, je suis même très bien dans mon bureau chez moi, sauf que chez moi, je suis tout seul. Donc, de façon à sortir un petit peu de la maison, rencontrer d'autres gens, ne pas avoir les clients tout le temps au téléphone, mais les rencontrer physiquement. Ouais. Pour moi, c'était intéressant de trouver des lieux comme la loco numérique, qui n'est pas trop loin de la maison, donc qui permet d'y aller. Vous êtes à Roche-Servière, vous? Voilà, à Roche-Servière, donc ouais. une petite trentaine de kilomètres. Donc c'est assez accessible. Donc c'est pour ça, voilà. On rencontre des gens, on travaille d'une autre façon que quand on est à la maison. Mais Nathalie, justement, je rebondis sur ça. Le numérique, est-ce que ça n'isole pas, justement, quand on travaille dans le numérique? Alors, justement, donc, le coworking est une réponse à ça. C'est aussi rompre un peu l'isolement de certains entrepreneurs. Ouais. C'est aussi une souplesse, c'est-à-dire qu'on peut prendre un bureau pour la journée, Oui, j'ai une vu. semaine, un mois, un an. Donc, c'est au niveau du coût également. Donc ça donne une liberté. Et Au niveau du coût, je vous coupe. Oui, par exemple, en espace de coworking, pour une demi-journée, ça coûte 5 €. Et même à 4,50 € si on prend la carte de 10 entrées. C'est incroyable. Oui, parce qu'il y a... Et les voilà. cartes sont offertes. Et en gros, les tickets de demi-journée, si je prends 10 tickets, c'est 45 €. C'est ça. Voilà. Ce qui est quand même pas excessif. Non, quand pas- on est vraiment très bien situé. Là, le but, c'est pas de faire... effectivement, c'est pas rentable, hein, et c'est pas le but non plus de la loco. C'est vraiment au service des entreprises, créer du réseau, parce que beaucoup, pour les coworkers, ils viennent aussi pour rencontrer C'est ce que d'autres disait entreprises, Guillaume, ouais. bien sûr. Donc le réseau, c'est hyper important.
En Vendée, on sait que ça marche bien, le réseau. Le réseau bien. vendéen est assez fort. Ouais. Exactement. Ouais. Donc la Loco fait partie aussi de cet acteur, de ce pôle identifié de plus en plus par les entreprises de Vendée. Donc voilà, c'est vraiment un vrai service au niveau des entreprises. Quand vous dites que c'est pas rentable, ça veut dire quoi ? La rentabilité n'est pas le but. Voilà, le but c'est vraiment bien asseoir au niveau de la filière du numérique et être facilitateur. C'est surtout ça. Au niveau de la collectivité, on est là pour faciliter les échanges et puis l'installation. Les porteurs de projets, le but c'est aussi que les coworkers peut-être passent à l'étage en pépinière. Alors à partir de la pépinière, mais bien sûr, parce que c'est ça la limite, on va dire, du coworking, c'est à partir du moment où ils veulent des salariés, où ils commencent à grossir. Là, le coworking, on peut pas venir avec ses salariés coworker. Donc c'est un peu la limite. Mais c'est bon signe quand on passe à l'étage, c'est plutôt bien. Et il y a un accompagnement des entreprises de la pépinière au niveau d'Orion, qui est la SEM de La Roche-sur-Yon Agglomération, et donc qui les suit dans leurs projets. Donc là, aujourd'hui, on a 3 sociétés. Création, accompagnement, exactement. Tous les 3 mois, tout à fait. D'accord. Donc il y a carrément sur l'état des lieux de leur activité, sur des besoins de conseil. Faites des points, etc. Ils font des points complètement. Ok. Donc les deux accompagnés, il va y avoir vraiment un lien. C'est pour ça qu'il y a vraiment un lien entre le bas et le haut. Le haut vient vers le bas pour pouvoir rencontrer des gens, pour prendre une pause, ainsi de suite. Et le bas, peut-être un jour, ira vers le haut quand leur activité se développera. D'accord. Et on verra la suite, parce qu'on va en parler évidemment tout à l'heure. Mais tout de suite, c'est Leslie avec la conso. Opposition sur un chèque. Oui. J'espère que ça n'arrivera jamais. Un membre de la Loco numérique. Alors, je voulais faire un petit point parce que vous envoyez beaucoup à UFC. Alors, on ne voit pas des personnes qui viennent nous voir en disant bonjour, je voudrais faire opposition sur un chèque. Non, d'habitude c'est plus, j'ai payé tel ou tel produit en 2 ou 3 fois, donc, j'ai fait 2 ou 3 chèques, sauf que le produit ne fonctionne pas, je fais opposition au chèque. On va pas faire ça. Ah, vous faites ça? Ouh là 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 là. Bien sûr, tout à fait. Elle prend des cours. D'ailleurs, petite parenthèse, dès lors que vous faites 2 ou 3 chèques et que vous demandez au vendeur, à la personne à qui vous donnez les chèques, de les encaisser à au des début dates de mois, spécifiques, si jamais la personne les encaisse tout d'un coup, vous ne pouvez rien dire, vous n'avez aucun recours. Je le précise quand même, dès que vous émettez, dès que vous donnez un chèque, il peut être encaissé de suite. Donc il faut quand même avoir un minimum de confiance dans l'acheteur. Petit point. Est-ce qu'on peut pas mettre une date Surtout pas. Une antidate, jamais. Même au dos du chèque, rien du tout. Si, d'habitude c'est ce qu'on fait. Mais à partir du moment où c'est encaissé, dès que vous le délivrez, il peut être encaissé. Il peut faire, et il n'y a pas, on peut pas l'appeler en disant attendez, je vous avais dit d'encaisser. Si, vous pouvez l'appeler. Mais ça marche. Oui, d'accord. Ok. Voilà, mais légalement, il n'y a pas de tort, il n'y a pas de faute. C'est un accord moral. On ne peut pas engager sa responsabilité sur ça. Bref, l'opposition au chèque ne se fait que dans 4 cas. Et le dysfonctionnement du produit acheté n'en fait absolument pas partie. On ne fait opposition à un chèque qu'en cas de perte, vol, utilisation frauduleuse. Alors, utilisation frauduleuse, ça veut dire imitation de votre signature, ou alors si on a modifié le montant ou la personne sur le chèque. On est vraiment sur une grosse fraude au niveau du chèque. D'accord. Ou alors procédure collective ouverte contre la société. Donc si vous apprenez, procédure collective, c'est un redressement judiciaire ou une liquidation judiciaire. Ou alors la phase en dessous, la procédure de sauvegarde. Donc à partir du moment où la société a des problèmes, vous apprenez que la société a des problèmes, vous êtes en droit de faire opposition au chèque. Comment je fais opposition? Je peux le faire par... l'opposition peut se faire par téléphone. Ou pour certaines banques par Internet. Par contre, il faut obligatoirement confirmer votre opposition au chèque par écrit, dans les 48 heures. Mais l'Internet, c'est par écrit? C'est par écrit, mais il faut systématiquement faire un courrier recommandé à votre banque. Avec accusé de réception. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé de celui-là. Oui, il manquait. Ma petite LRAR, elle vous manquait. D'accord. Si vous perdez ou que vous faites voler votre chèque, il y a aussi une plainte à la gendarmerie ou à la police qui est nécessaire. D'accord. Il faut porter plainte. D'accord. À défaut de confirmation écrite, l'opposition est levée. Donc si vous ne confirmez pas par... J'oppose par exemple par Internet, si je ne fais pas le courrier, le recommandé, etc. Donc le chèque, il part. Enfin, le chèque est encaissé. Ok. Voilà. L'opposition peut être facturée par votre banque. Donc ça, il faut vérifier dans les tarifs de votre banque. C'est sympa, ça. Autant et attention, s'il est prouvé que vous avez délibérément menti pour faire opposition à votre chèque, vous risquez une condamnation pénale. Non, mais je le dis parce que c'est très grave. Enfin, la sanction, elle est vraiment très importante puisqu'on atteint 5 ans d'emprisonnement. Voilà, et 375 000 € d'amende.
quand même. Ah, c'est pas une paille. Ah ben, ça fait mal. Ça fait mal. On va pas dire mais ça fait mal, Leslie. D'accord, 375 000 €. Voilà, D'accord. donc surtout non, on ne fait pas opposition à un chèque parce qu'on conteste le travail ou le produit qu'on a acheté par chèque. C'est vraiment illégal et attention, les sanctions sont C'est bien très de le graves. rappeler parce que c'est vrai que... Voilà. Okay. Et moi, je sais que j'ai déjà vu effectivement une personne qui avait fait opposition à tort et où l'artisan s'était retourné, avait porté plainte. Donc attention. Et est-ce que ça c'est valable pour les Très vite, là. prélèvements ? Non, les prélèvements bancaires, c'est beaucoup plus... Alors attention, il ne faut pas confondre les paiements par carte bancaire et les prélèvements bancaires. Prélèvements bancaires, Ça c'est serait quand bien vous pour donnez une votre RIB. chronique, ça. D'accord. ok. Non, mais vous On en pouvez finir reparlera votre phrase, une autre fois. Leslie, mais c'est pas qu'on est à la bourre, mais quand même. Quand vous faites un paiement par carte bancaire, donc vous donnez le numéro de votre carte bancaire. Oui. Si vous voulez stopper un paiement par carte bancaire, vous n'avez pas le choix, il faut supprimer la carte. Alors qu'un prélèvement par carte bancaire, quand vous donnez votre RIB, D'accord. vous pouvez faire opposition comme vous voulez. Mais il faut toujours le justifier par courrier Mais ça, il recommandé. faudra revenir sur une chronique. J'en parlerai la semaine prochaine. Très bien, Adèle. merci. On fait un point cuisine avec Noël, s'il vous plaît. Noël. Ah, Alors Adèle. ça sent bon, hein, ça sent bon. Ça, alors, moi qui n'y connais absolument rien, là Voilà. c'est dur et là c'est pas dur. C'est ça. Donc là, on voit très bien la différence entre l'œuf qui a été cuit à basse Œuf température. dur. Donc œuf dur, donc œuf on dur. voit que le blanc est blanc. ferme, élastique. D'accord. Et là, on a vraiment le Ça, c'est côté l'œuf translucide. parfait. Ça, c'est l'œuf parfait. Et c'est super joli, je sais pas si vous voyez, mais c'est très joli, d'accord. Voilà, donc on a commencé avec la cuisine à maîtriser les cuissons. D'accord. Donc on est rentré plus en détail dans la composition chimique, que ce soit des légumes, de la D'accord. viande, des œufs. Par exemple, un légume, il est composé donc d'amidon et de pectine. D'accord. Donc aujourd'hui, on sait que l'amidon va commencer à cuire à 80 degrés et exploser à 85 degrés. Donc pour Incroyable. avoir une cuisson de légumes, on va dire optimale, on va le cuire pendant minimum 12 heures à 84 degrés. D'accord. 12 heures. Voilà. Donc c'est des temps. temps de Mon cuisson qui Dieu. sont très très allongés. Aujourd'hui, dans les restaurants, on a ce qu'on appelle le paleron angus. D'accord. Le paleron angus, c'est du paleron, mais il est cuit pendant minimum 72 heures. Donc à une température qui est de... Vous vous relayez, vous faites les 3-8, enfin je sais pas, il y a un truc. Après, le matériel a aussi très très évolué. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, c'est des fours électroniques, les machins. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je voulais amener ce côté-là sur Ah oui, la non, recette c'est aujourd'hui impressionnant. pour. Et visuellement, ça se voit qu'il y a une différence de toute façon entre Voilà. les deux œufs. Très bien. Je vous laisse continuer votre petite Tambouille. recette, Noël. Je tambouille. Ouais, enfin votre truc, quoi. Je sais pas, Voilà. votre truc, votre tambouille. Non, votre cuisine. Tambouille, La c'est cuisine. un peu. Cuisine. Merci Noël. C'est la fin de cette deuxième partie. On se retrouve juste après une courte pause pour reparler de la loco numérique. De retour dans la troisième et dernière partie de cette grande émission consacrée à la loco numérique et nous sommes en compagnie de Nathalie Gosselin, Guillaume Chamet, cher ami, et de Vincent Nicolas, le responsable de la loco numérique. On est aussi en compagnie de Laure et Leslie et de Noël qui est en train de nous faire un œuf parfait que nous allons goûter à la fin de cette émission. Très intriguant cette recette. Vincent, je vous ai pas demandé votre rôle. Vous êtes responsable de la loco numérique, Oui. mais vous faites quoi concrètement? Plein de choses. Je n'en doute pas. Je gère le lieu, j'accueille les personnes avec un grand sourire. Je gère le lieu, la partie financière également. Ouais. Et puis surtout une partie d'animation et de communication. Quand vous dites Comme une on l'a partie dit, d'animation, c'est qu'il y a vous créez des événements? on crée des événements en lien avec les partenaires. On D'accord. a créé un groupe de travail qui s'appelle le COTEC et qui permet de rencontrer les différents acteurs du numérique et hors numérique D'accord. dans l'idée de créer une programmation d'animation partagée afin de faire rayonner le numérique sur le territoire. Donc on a 4 grands pôles d'animation, 4 grandes thématiques d'animation, se former dans le numérique avec la question des MOOC par exemple. On va lancer Les fameux un MOOC. MOOC, je dirais, en présentiel avec un rendez-vous 2 fois par semaine D'accord. afin d'aider les gens justement à sortir de chez eux et aller rencontrer des personnes. Et ça, ces événements ne sont pas simplement dédiés aux coworkers et aux Non, tous entreprises, les c'est événements sont ouverts ouvert. au public, tout est D'accord. gratuit et libre. C'est la thématique qui fera le public. Des fois, on a des thématiques un peu plus spécialisées, Oui, bien sûr. comme avec Code2Be, par exemple. Ce sont plutôt là des groupements d'individus, entre guillemets, qui se réunissent, d'individus, de professionnels. Non, mais vous avez Des groupes un public spécifique dans ces cas-là. spécifiques, voilà. Dans ces cas-là. Comme Code2Be, ça. c'est pour les développeurs. Tous les mois, ils se réunissent, les développeurs, tout simplement.
Les rendez-vous du logiciel libre, c'est plutôt pour la communauté du libre. On a également... Vous y participez Je les organise, oui. Je fais partie d'une association qui s'appelle Alliance Libre, donc une association d'entreprises sur les Pays de la Loire. Et donc on est spécialisé en logiciel libre. Donc on a décidé depuis maintenant 1 an, une fois tous les 2 mois, d'inviter un petit peu les entreprises d'Alliance Libre à venir présenter un logiciel. D'accord. Donc, par exemple, dernièrement, on a fait une présentation de tout ce qui est logiciel de GED, donc gestion électronique de documents. Voilà, merci. Et donc comme ça fait voir qu'on peut faire des choses avec des logiciels non propriétaires. Et qu'on a des acteurs sur la région qui sont capables de répondre aux besoins des clients. Quoi. Je reviens vers vous, Vincent. Aujourd'hui, toutes les places sont prises à la Loco Numérique. Vous disiez qu'il y avait 12 entreprises. 12 entreprises, en effet, les locaux sont pleins. L'espace de coworking, il y a encore de la place, mais là-haut, en effet, c'est plein. On est victime de notre succès. Oui, mais justement, est-ce que l'idée je me retourne aussi vers Nathalie, d'agrandir, On est en train de voir. Alors, savoir que les entreprises restent 2 ans normalement. Il y a un temps donné. Bien sûr, d'accord. Oui, au niveau de la pépinière. Donc là, normalement, les premières vont commencer normalement à partir Mais ils ne veulent pas partir, ils veulent rester. Parce que c'est quand même un environnement qui est propice à ça. Il y en a même qui étaient dans une autre pépinière, ils sont venus parce qu'ils voulaient se retrouver autour du numérique avec d'autres entreprises. Donc voilà, on est en train de voir. Peut-être agrandir, prendre des plateaux supplémentaires. Bon, ça, pour l'instant, c'est encore en c'est pas. Est-ce qu'il existe d'autres, entre guillemets, locaux numériques ailleurs sur le département de la Vendée ? Alors oui. Alors il y en a un qui est en train de se monter à Saint-Jean-de-Mont. D'accord. Voilà, donc ils étaient venus nous voir il y a sur le même principe une petite année. qu'à La Roche. Oui, ils sont venus nous voir pour voir un petit peu comment on s'y était pris. Et ils sont en train de le monter donc à Saint-Jean-de-Mont. Ça devrait être bon début septembre, parce qu'ils veulent participer aussi à l'Innovation Week, qui est un événement national auquel nous participons. Et donc, Saint-Jean-de-Mont va participer aussi à cette Innovation Week. Donc, c'est une semaine. C'est en octobre, hein. C'est en octobre, c'est une semaine spécifique sur le numérique. Voilà. D'accord, ok. Et donc là, le but, ce serait de créer des événements un peu partout sur l'agglo, pas centrés que sur La Roche-sur-Yon, parce qu'on vise vraiment une dynamique territoriale. Départementale, bien sûr. Voilà, territoriale. tout à fait. Très bien. On va y revenir à la fin de cette émission. Laure, on refait un point sur la petite robe noire. La LBD. La LBD, ouais. Donc la LBD, ce basique. Le principe d'un basique, c'est qu'on doit avoir envie de le mettre. Oui. Indémodable. Un peu en toutes circonstances. Et envie de le mettre. C'est très important donc de se sentir bien dans son basique. Donc on ne peut pas choisir n'importe quelle robe noire. C'est pas parce que c'est noir que c'est bien. Ça suffit pas. Il faut choisir sa robe en fonction de sa morphologie et en fonction de sa personnalité. Je l'ai déjà dit, la personnalité, c'est ce qui fait notre style. C'est pas un hasard si vous avez votre style, si vous avez votre style, si vous avez votre style, si j'ai mon style. C'est parce qu'on a des personnalités différentes qui font qu'on a envie de s'habiller de manière différente. Donc il y a des styles plus classiques, des styles plus décontractés, des styles plus créatifs. Et donc une robe noire, tout en étant une robe noire, peut, selon le tissu la utilisé, matière, la coupe, le décolleté. Le décolleté, non mais exactement, la longueur. C'est vrai, bien sûr. C'est vrai qu'une robe qui est jusque-là ou avec un petit col et une robe qui est décolletée comme ça fait un peu plus... ça donne pas le même style, forcément. Ouais. Un col Claudine, c'est pas la même chose. Voilà. Ouais. D'accord. Je peux continuer ? Oui, pardon. Non, mais ça veut dire qu'on s'intéresse à votre chronique. Exactement. Voilà. Donc en fonction du style, il faut aussi tenir compte de sa morphologie, puisque c'est pareil, on a tous et toutes des morphologies différentes. Il n'y a pas de morphologie bien et des morphologies pas bien. Par contre, il y a des robes qui vont à certaines personnes et d'autres qui vont à d'autres personnes. D'accord. Et ça, il faut le savoir. Et puis, on a toutes des complexes différents. Et donc, à morphologie égale, une personne... Et à morphologie égale, une personne pourra être très contente d'être H ou non. Et ça compte aussi dans le choix de sa robe. Donc, malheureusement, le H, alors Vincent demande, le H, c'est la... Pour connaître sa morphologie, mais c'est valable pour les hommes aussi, il faut se regarder dans le miroir et regarder la largeur de ses épaules, la largeur de sa taille et la largeur de ses hanches. Donc une morphologie H, par exemple, moi j'appelle ça rectangle, c'est une morphologie où les épaules, les hanches sont à la même largeur et la taille est peu marquée. Donc on appelle ça soit rectangle, soit tubulaire, c'est la morphologie des mannequins, qui sont en général qui ont très peu de forme et qui sont tubulaires, comme leur nom l'indique. Je vous conseille de l'appeler à l'atelier d'image, vous verrez, vous donnera plein de conseils. Parce que là, malheureusement, en 3 minutes, je ne vais pas pouvoir donner des conseils personnalisés à toutes les morphologies. Donc, juste 3 conseils, quelle que soit sa morphologie.
La règle d'or, c'est de tendre vers le sablier. C'est-à-dire qu'il faut avoir tendance à cintrer, à marquer la taille. Ah oui, alors moi, à mettre des vêtements cintrés. Il faut le faire. Mettre des vêtements cintrés et rajouter du volume là où il en manque. Donc si on a les épaules très étroites, il faut rajouter du volume, soit par des manches un peu plus larges, soit par une manches couleur, voilà, manches ballon, bon, ça donne un genre, ça va avec le col Claudine. Soit si on manque de volume au niveau des hanches, on peut aussi rajouter du volume au niveau des hanches avec une robe dans cette forme-là. Le deuxième conseil, c'est d'élancer sa silhouette. Donc travailler plutôt sur la verticale. Donc plutôt un col en V, plutôt des petits boutons verticaux, une fermeture éclair, et si on peut, plutôt des talons, plutôt des bijoux un peu longs pour élancer. Et enfin, le dernier conseil, gros problème, la taille. Quel que soit son complexe, très vite, Laure. et ça, il faut se le rentrer dans la tête. Quel que soit son complexe, plus on essaye de le cacher, et plus il se voit. C'est ça, c'est vrai. Alors ça, faut que je le mette dans la tête. Donc il ne faut pas essayer de cacher ses complexes, il faut mettre en valeur ses atouts. Et c'est parce qu'on attirera le regard sur ses atouts que les défauts ou non, enfin les complexes en tout cas, passeront au second plan. Ça c'est joli. C'est presque de la poésie, Laure. Oui. Non mais c'est vrai, ça je vais le retenir parce que oui. En conclusion, une LBD, il vous en faut une, mais pas n'importe laquelle. D'accord, ok. On pourra peut-être voir les différentes formes de LBD une prochaine fois. Ce serait pas mal. Ce serait pas mal. Mais c'est pour une autre chronique. Merci Laure. Laure, vous pouvez évidemment retrouver tous ces conseils directement à l'atelier de l'image. Les coordonnées s'inscrivent sur votre écran, je vous le conseille, Vincent. Leslie, la conso. Oui. Alors, régime juridique applicable aux cabanes dans les arbres. Mais voilà, vous avez fumé. Non, l'info, voilà. J'ai trouvé ça très rigolo. Il y en a de plus en plus en Vendée. Régime juridique applicable aux cabanes dans les arbres. Donc forcément, j'ai pas pensé. Enfin, l'image qui me venait, c'était pas. C'est pas la cabane qu'on fait pour nos enfants. Ben justement, si. Parce que moi, j'en ai une. Ah non, c'est la cabane touristique. Ben voilà. Du coup, je vais faire un petit point sur les cabanes touristiques. Faisons un petit point sur les cabanes. Donc, c'est une réponse ministérielle du 29 décembre 2015. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez sérieux. Donc, j'ai rigolé, mais bref, c'est quand même quelque chose d'assez sérieux. Donc, la réponse ministérielle a dit quoi ? A dit que les cabanes dans les arbres sont assimilables à la catégorie des habitations légères de loisirs. Donc, ça veut dire que genre mobil-home, des choses comme ça. Exactement. Donc, ça veut dire que les cabanes dans les arbres peuvent être installées sur des terrains camping, sur un parc résidentiel de loisirs, c'est très très encadré. Ah oui, quand même. Sur certains villages de vacances et sur certaines dépendances de maisons familiales de vacances. D'accord. Donc, pas de formalité si la surface de plancher est inférieure ou égale à 35 mètres carrés, mais il faut une déclaration préalable à la mairie si c'est supérieur à 35 mètres. Comme une construction, quoi. Exactement. Comme si on construit une... Bon, alors là, on est sur le classique, on est sur... 35 mètres carrés, on est déjà pas mal en cabane. Oui, on est sur de la pépère cabane. C'est la cabane de complexe. Pour les autres cas, et c'était ça qui m'a fait beaucoup rigoler, parce qu'on pense tous à la cabane qui est dans notre jardin. Moi, j'ai une cabane faite en arbre. Oui, fait avec des contreplaqués. Du braque. Eh bien, attention, Adèle. Non. Mais bien sûr que si. Pour les autres cas, c'est une construction. Donc, les cabanes dans les arbres sont soumises au droit commun des constructions. C'est-à-dire qu'il faut une déclaration préalable si la cabane fait plus de 5 mètres carrés. Oui, de surface de plancher. Ah oui. Ah, va falloir que je vérifie, moi. À la mairie, il faut faire une déclaration. Comme un permis de construire normal. Exactement. Mais même si elle est dans un arbre. Exactement. Et si elle n'est pas dans un arbre ? Eh bien, si elle n'est pas dans un arbre, on est plus sur un abri de jardin, cabane, et c'est exactement la même chose. Entre 5 mètres carrés et 20 mètres carrés, la déclaration préalable à la mairie est obligatoire. Pour une cabane où on joue avec la dinette et tout ça, quoi. Exactement. Tout à fait. C'est pour ça que ça m'a fait rire. J'imagine bien le père de famille. Attends, mais est-ce que si on l'a pas déclaré, on l'a pas déclaré, on peut alors si on l'a pas déclaré, si vous avez un voisin qui est un petit peu tatillon. Thierry, si tu me regardes. Embêtateur. Si tu dis à la télé devant 200 000 personnes que tu n'as pas déclaré ta cabane. Exactement. C'est ça. Exactement. Ma collègue d'ailleurs. Mais je suis très surprise. La mairie peut demander à ce que la cabane soit supprimée légalement. On a le droit. Exactement. Supprimée, et on peut avoir une amende ou Oui, c'était ça ma question. Est-ce qu'on peut avoir une amende? Oui. C'est-à-dire qu'on dit à son fils, on va raser ta cabane parce qu'on n'a pas fait de... Eh ben, maman avait qu'à faire la déclaration préalable. Parce que monsieur le maire veut pas... D'accord. Okay. Voilà. Non, mais c'est très intéressant. J'ai poussé le vice en regardant aussi pour les serres, parce que énormément de personnes ont une serre dans leur jardin. Et la déclaration préalable est aussi obligatoire si la serre fait plus d'1,80 m. Si elle fait entre 1,80 m de hauteur, là on parle de hauteur, entre 1,80 m et 4 mètres, la déclaration préalable
suffit. Mais au-dessus d'1,80 m, il faut quand même faire une déclaration préalable si la surface est inférieure à 2000 m². Enfin, 2000 m², après... Au-delà, on est sur un permis de construire. Hein. Mais en dessous, il faut faire une déclaration. Mais c'est super intéressant. 5 mètres carrés. Voilà, au-dessus de 5 m². Ah, au-dessus Au-dessus de 5, entre 5 m² et 20 m². Je vérifie pas, Adèle. Non, mais si, mais il faut que je vérifie. Je suis en train de voir la mienne et il faut que je vérifie. Voilà, ce soir, vous allez mesurer. Ce soir, vu le temps qu'il fait, je suis pas sûre. Hein. On va éviter, on va pas vous mettre en danger quand même. Merci Leslie. On peut retrouver tous les conseils de Leslie à UFC Que Choisir directement. Le numéro de téléphone s'inscrit sur votre écran. On va terminer avant de goûter le plat de Noël. Ça commence à sentir très bon. Il est en train de dresser Noël. On va terminer sur la loco numérique. Nathalie, j'avais une question sur l'impact de la création d'une loco numérique sur un territoire. Est-ce que justement ça fait venir des entreprises, d'autres entreprises? Oui, tout à fait. On a eu la venue, par exemple, d'Angers. Ils sont venus voir un petit peu la cité d'objets connectés. Ils sont venus voir ce qui s'y passait. On a eu des visites de Laval, donc les acteurs du territoire. Et puis aussi, de plus en plus d'entreprises nantaises, parce que ça commence un petit peu... Ils sont trop nombreux sur Nantes. Hein, le marché commence à être un peu saturé. Donc, ils viennent un petit peu chasser. Voir ce qui se passe ailleurs. Exactement. Et donc, voilà, c'est vrai que c'est un terrain encore... Les Parisiens aussi. Beaucoup, ouais. Mais là, les Parisiens... C'est peut-être aussi, on a fait des campagnes séduction dans le métro au niveau de l'agglo pour faire venir ces familles, ces quadras. À 3 heures de exactement, de train. donc on récupère aussi de plus en plus de Parisiens. Ouais. Et du coup, la loco, c'est un environnement qui parle, ça reste dynamique, et puis ça répond vraiment à une vraie culture maintenant des nouveaux entrepreneurs. Ouais. C'est-à-dire le travail partagé, la transmission de pair à pair, tout ça, ça parle bien aux jeunes entrepreneurs en fait. Ça veut dire qu'on travaille différemment? Je me retourne aussi vers Guillaume. Oui, je vous sans réagir tout de suite. On travaille différemment qu'il y a déjà 15 ans. Ah bah oui, on n'est plus cloisonné dans notre bureau, on rencontre des gens, on organise des activités, des rendez-vous avec d'autres indépendants ou des entreprises de la pépinière. Donc c'est pour ça que c'est assez intéressant sur une façon, comme disait Vincent tout à l'heure, assez cool, quoi. On travaille... Ouais, c'est ça. Voilà, on est sur une ambiance. Vincent aussi le fait que les technologies le permettent, le fait que les équipements soient de moins en moins chers, que les gens peuvent travailler de chez eux, qu'on a tous sur nos smartphones nos agendas, qu'on peut répondre aussi en fait à nos mails, se pose la question justement de la sédentarité, le fait de travailler dans le milieu tertiaire comme beaucoup de personnes en France. Hein, l'économie française est quand même tertiaire. Service, ouais. De service, se pose la question justement, est-ce qu'on a besoin d'être dans un bureau pour travailler, un bureau dans une entreprise, ou est-ce que ces nouvelles formes de travail sont l'avenir de demain, tout simplement? Mais justement, alors, ce que vous entendez, c'est que c'est Noël qui est en train de... Non, je vous en prie, Noël, qui finit la recette. Est-ce que... Poussons la réflexion beaucoup plus loin. Est-ce que demain, avoir un local, ce sera obsolète? Un bureau. Nathalie? En fait, on a toujours... On n'était pas encore déjà sur cette... On a aussi le problème des salariés. C'est compliqué de gérer des salariés dans des espaces de coworking. Ouais. Il y a la confidentialité aussi. Ouais, là, on en a beaucoup moins, voire quasiment pas. Donc, on travaille tous sur une grande table. Donc voilà, il y a tous ces aspects-là quand même, ça a ses limites. D'accord. Et puis après, il y a des gens qui n'aiment pas travailler tout simplement en groupe. Enfin, je veux dire... donc... Oui et non. Après, chacun pourra voir ce qui lui correspond le mieux à sa façon de travailler. En fait, ça s'adapte. Hein. Et c'est le but de proposer justement la pépinière qui permet d'avoir des bureaux. Et de temps en temps, ils descendent. Le midi, tout le monde mange. Ensemble, ils descendent tous manger à la loco. Voilà, donc ils prennent leur moment d'échange, voilà. C'est souvent d'ailleurs dans ces moments-là qu'on échange plus et qu'on récupère des informations. Donc ça correspond à une vraie demande en fait aujourd'hui. D'accord. Et le but c'est vraiment de laisser la possibilité à tout le monde de trouver vraiment ce qu'il a envie de trouver ce qu'il a envie de chercher dans ces lieux-là en fait. Est-ce que vous faites des portes ouvertes, ou du moins des temps où justement pour que les gens puissent découvrir la tous les jours. Qui viennent par exemple, alors tous les jours, de 9h à 18h du lundi au vendredi. Ils peuvent venir également lors des co-lunchs. On organise des co-lunchs. Lunch déjeuner, c'est ça? Des déjeuners dans un restaurant de centre-ville. Quand il fait froid, quand il fait un froid de canard, on est plutôt dedans. Quand il fait beau, on est plutôt dehors. Donc on essaie justement de rencontrer justement toutes les personnes qui sont intéressées par le numérique et peuvent venir nous voir. Le prochain a lieu jeudi prochain. Et ensuite, on fait également des goûters, par exemple le jeudi après-midi à 16h, donc ils peuvent venir. Donc il y a un échange quand même. Il y a un échange constant. Si les gens sont intéressés, ils viennent nous voir et on sera là. Alors vous parliez de co-lunch, je vais vous couper, mais je vais vous demander de goûter le plat de Noël. Alors, il y a une petite panure autour de l'œuf Noël, on est d'accord, hein? Voilà, donc ce qui est important dans un plat, c'est toujours amener un peu des textures différentes. Donc là, avec
Super beau en plus. Donc avec la petite friture, on ramène le croustillant sur l'œuf et... Alors, moi je goûte. C'est incroyable. Et en fait, c'est pas un œuf mollet. C'est pas un œuf mollet. C'est assez bluffant. En fait. C'est une texture qu'on n'a pas l'habitude d'avoir en bouche sur un œuf. Et on est vraiment sur quelque chose de... Je sais pas ce que vous en pensez, mais on est vraiment sur de la texture. Voilà. En tout cas, c'est absolument divin. Noël. Je vous rappelle les coordonnées, je crois que vous les avez eues sur votre écran, de Noël qui est à la Flosselière et qui est chef à domicile. Vous pouvez évidemment faire appel à ses services. J'espère que vous appréciez. En tout cas, merci. Super. Bon courage pour la loco. Je vous laisse terminer votre plat tranquillement. Bon courage pour la loco. Vous pouvez, c'est ouvert de 9h à 18h tous les jours, donc vous pouvez aller voir directement là-bas. C'est près de la gare. Merci les filles. On se voit très vite. Pas la semaine prochaine. Vous êtes en vacances. On se voit très très vite. Noël, à très très vite. Merci encore. Et nous, on se retrouve très vite pour une grande émission.